Bonjour à toutes et à tous. D'abord, deux mots pour dire que la session, c'est pas énergie, c'est énergie et bien commun. Donc on va associer les deux. Et puis je voudrais commencer pour dire que je suis très heureux d'être associé dans cette session avec Violaine Laquer et Marc Roquette, qui sont deux personnes qui, dans leur domaine respectif, effectuent un travail tout à fait remarquable et que je voudrais saluer à cette occasion. Donc c'est un plaisir de se retrouver avec Violaine Laquer et Marc Roquette pour vous parler de ces thèmes d'énergie et de bien commun. Donc voilà, alors vous parlez de l'énergie et des biens communs en quelques minutes, c'est un défi. Donc je vais juste essayer de faire passer quelques idées essentielles. D'abord, il faut bien se rendre compte que l'énergie joue un rôle essentiel, bon, on le sait bien, mais il faut bien voir que ce rôle n'est pas du tout déclinant et qu'en particulier, l'énergie est le moteur de l'économie numérique et qu'actuellement, on observe une consommation croissante d'énergie tirée par la demande de mobilité et d'électricité. Suivant. Bon, alors en même temps, l'énergie est souvent accusée de tous les maux parce que, en fait, bon, on voit bien que la consommation d'énergie augmente et actuellement, 80% de la fourniture d'énergie primaire est assurée par des combustibles fossiles et donc, bon, cela entraîne des problèmes de pollution et en particulier de réchauffement climatique. Donc, partant de là, on peut dire, bon, bah oui, il faut engager la transition énergétique. C'est un thème qui n'est pas nouveau, on en a souvent parlé. Bon, le problème, et là, c'est un point sur lequel nous pourrons revenir si vous le souhaitez ultérieurement cet après-midi, c'est que cette transition énergétique au niveau mondial, elle va prendre du temps. On estime qu'en 2050, la part d'énergie non fossile au niveau mondial pourrait être au plus de 30 à 40%. Donc on voit qu'elle va se poursuivre sur une grande durée et que ça ne va pas être une solution instantanée. Donc dans ces conditions, on va se retrouver avec des problèmes très difficiles à résoudre, parce que bon, l'alternative évidemment c'est de réduire la consommation d'énergie, mais réduire la consommation d'énergie ce n'est pas si simple, parce qu'il faut tenir compte des besoins des pays émergents et de la nécessité des pays en voie de développement d'améliorer leur niveau de vie. Si on regarde des scénarios à très long terme, eh bien, bon, si on écarte pour le moment le scénario de l'effondrement, dont je dirais quelques mots, je crois qu'on peut envisager deux grands scénarios. Un scénario de croissance à consommation d'énergie par habitant. Et à mon avis, à ce moment-là, il faudra passer par une option nucléaire. Je ne vois pas comment on pourrait y arriver autrement. Ou un scénario passant par les renouvelables, mais qui à ce moment-là suppose une réduction assez substantielle de la consommation d'énergie par habitant. Je ne vais pas développer longuement les raisons pour cela, nous pourrons en reparler si vous voulez. Et donc, évidemment, ceci, c'est possible, mais comme je disais, la réduction de la consommation d'énergie n'est pas si simple à assurer. Et le problème, c'est que ça ne se passe pas avec un accroissement des inégalités. Parce que si on dispose de moins d'énergie par habitant, et le risque, c'est que ce soit les plus riches qui aient accès à l'énergie. Suivant. Alors, en même temps, je crois qu'il ne faut pas trop compter sur les ruptures. Il n'y a pas de solution pour le moment globalement satisfaisante. Et personnellement, je doute beaucoup des utopies technologiques, du type civilisation de l'hydrogène, l'avion électrique et de tout ce qu'on rencontre dans les médias en général. Ça paraît extrêmement douteux. Alors, par contre, il peut y avoir des surprises. Les ruptures sont généralement inattendues. Par exemple, le gaz de schiste, ça a été une rupture, et peu de temps avant le déploiement du gaz de schiste aux États-Unis, on s'y attendait pas. Donc, dans ces conditions, eh bien, on est face à un futur incertain, et ce qu'il faut, eh bien, c'est essayer, à défaut de pouvoir prévoir le futur, de contribuer à le créer, de réinventer le monde. Et donc, ceci nous amène à réfléchir à la vision du monde. Parce qu'en définitive, les grandes décisions qui sont prises au niveau politique, elles dépendent d'une certaine vision du monde. Mais là, on arrive à un facteur humain, on arrive au fait que les facteurs culturels n'évoluent que très lentement, alors que
le monde technico-économique, la complexité du système technico-économique a évolué, a progressé énormément, eh bien, le cerveau humain, il est à peu près le même que celui qu'il était à la préhistoire. Et donc, ceci crée un écart croissant entre la complexité du système technico-économique et la complexité que chaque être humain est capable d'embrasser. Par ailleurs, donc, on est confronté à une divergence des visions du monde. En fait, ça a déjà été évoqué, les visions du monde sont éclatées, et en particulier, on se heurte, et ça, je le vois quand même depuis des années, on se heurte à une contradiction implacable entre un concept comme le concept du développement durable et puis les concepts de base de la mondialisation néolibérale telle qu'elle s'est développée dans le monde, qui sont en contradiction et qui ne peuvent pas être vraiment conciliées en un tout. Suivant. Dans ces conditions, il ne me paraît pas du tout évident que dans le domaine de l'énergie, de manière plus globale, on arrive à une solution. Au niveau politique, on voit bien que les différentes négociations internationales concernant le climat sont dans une situation d'impasse. Moi, je ne vois pas vraiment cette impasse se débloquer avant pas mal d'années, et il risque d'être trop tard à ce moment-là. Dans ces conditions, on ne peut pas écarter, à mon avis, un scénario d'effondrement qui a été évoqué dans la revue Nature, où ils ont considéré qu'à partir du moment où les activités humaines ont occupé une fraction de la surface du sol disponible supérieure à 50%, on aurait une chute brutale de la biodiversité avec un effondrement qui se traduirait à ce moment-là, évidemment, par un effondrement aussi du niveau de la population mondiale. Et puis, alors, du coup, évidemment, le problème serait réglé puisqu'on aurait une régression globale. Et on peut se dire que, en fait, dans le passé, aucune civilisation n'a connu une progression indéfinie, et que donc, après tout, un scénario de ce type ne serait pas totalement surprenant. Ceci étant, évidemment, mais il faut tout faire pour l'éviter. Donc, pour l'éviter, eh bien, que peut-on faire? Moi, je pense qu'il faut se méfier de toutes les solutions trop simples. Il n'y a pas, à mon avis, dans le domaine de l'énergie en particulier, il n'y a pas de solution toute prête sur une étagère. C'est un travail d'élaboration complexe qui n'est pas gagné d'avance, qu'il faut entreprendre. Donc, ce qui est surtout important, de mon point de vue, c'est de transformer la vision du monde. Donc, de faire évoluer les mentalités plutôt que de vouloir imposer des solutions, parce que quand on veut imposer des solutions, ce ne sont pas toujours les bonnes que l'on impose. Il faut, pour faire évoluer les mentalités, deux choses. D'abord, développer l'éducation, l'ouvrir à de nouveaux horizons, c'est-à-dire également faire évoluer les méthodes d'éducation. Et puis, évidemment, favoriser une démarche transdisciplinaire et un dialogue interculturel, comme Violaine d'ailleurs le fait dans l'action concernant les biens communs dont elle va parler tout à l'heure. Voilà, donc je crois que j'en arrive à la fin. Oui, donc en conclusion, dans le domaine de l'énergie, mais je pense que cette conclusion est plus générale. À mon avis, il est important de trouver une voie pragmatique qui soit conforme à l'intérêt général, qu'on est obligé de bâtir par étapes. Pour le moment, il n'y a pas de solution vraiment satisfaisante. Le réchauffement climatique paraît inévitable, d'autant plus qu'au niveau politique, la situation paraît bloquée. Donc, si on veut être proactif néanmoins, à mon avis, il faut appliquer une démarche que j'appelle de prospective créative, c'est-à-dire d'essayer de créer un avenir positif et de parvenir à une vision d'avenir cohérent, ce qui est un début de DMAP. Et donc, pour terminer, simplement, donc, je présente les ouvrages pour ceux qui sont intéressés, où je développe quelques-unes de ces idées.
Donc en particulier, donc, les trois ouvrages au-dessus concernent directement l'énergie, ceux qui sont en dessous concernent la prospective. Donc en prospective, l'avenir en question sur les grandes questions de ressources, la réinvention du monde sur la question de la vision du monde, et puis un tout dernier sur la prospective créative qui va sortir d'ici moins d'un mois.